Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cette note nécrologique. Le monde des médias nigériens est en deuil avec la disparition de notre confrère Mohamed Abdraman Fima. Mohamed Fima est décédé hier à l'hôpital de Niamey de suite d'une longue maladie. Il a été inhumé ce matin au cimetière musulman de Yantala. Des confrères, sa famille, ses amis étaient nombreux à lui rendre un dernier hommage. Compte rendu, récit Moustapha Tina. Né le 18 février 1965 à Derby-Sanat, Fima, de son vrai nom Abdrahman et affectueusement appelé Abdelhamid pour les intimes, fut un grand journaliste et spécialiste en communication. Il a consacré avec dévouement 20 ans de sa précieuse vie au service des médias publics, mais aussi d'autres structures et institutions de développement. Reporter chevronné ayant couvert des grands événements et réalisé des reportages sur divers aspects de nos réalités socio-économiques et culturelles, il fut également un grand présentateur des journaux dont la touche est bien connue du public nigérien. Son parcours professionnel riche d'expérience et à la hauteur de son amour pour ce métier. Tous les confrères qui l'ont côtoyé gardent de lui le souvenir d'un journaliste exemplaire qui a le sens des relations sociales. Un excellent journaliste, passionné par son travail et très ouvert, très cool avec tout ce qu'il trouve autour. Je l'ai découvert à l'ORTN, mais franchement, je ne cache pas, à travers lui, on a perdu un grand de la presse. C'est un homme vraiment intègre. On l'a nommé rédacteur en chef. Il m'a dit, tu sais, c'est pas facile, mais il suffit d'être juste et équitable. Voilà le dernier mot que j'ai retenu du monsieur. Le premier souvenir, c'est que Mohamed Fima est exceptionnellement patient. Certainement dû à son éducation et à sa culture. Il est humble. Et dans le domaine de la presse, c'est l'un des journalistes, en fait, qui semble être modéré. Il est très modéré dans ses écrits, très modéré dans ses reportages, très modéré vraiment dans sa manière de faire. Et je n'ai pas souvenance, en tout cas depuis qu'on était ensemble, avec qui Fima a eu des problèmes. Je le connais à la télé nationale, nous l'admirons beaucoup, vraiment c'est très sympathique, malheureusement c'est regrettable. L'heure a sonné et nous prions pour que son âme se repose en paix. C'est un homme que j'ai trouvé sur le terrain et à chaque fois il n'a jamais été avare de conseils, il n'a jamais hésité à recadrer s'il le fallait. Moi, je garde le souvenir d'un homme qui est très ouvert, qui est très patient, qui est également professionnel et qui est habité par ce qu'il fait. Il a fait du journalisme une vraie vocation et je peux dire que quelque part même, il a sans doute œuvré beaucoup pour que je suive cette voie. C'est quelqu'un d'abord qui déborde par son intelligence, très vite il frappe dès qu'on l'approche, mais sa courtoisie aussi. Mais surtout, moi, c'est mon premier contact avec lui en tant que journaliste. C'était au début des années 2000, j'étais encore dans le privé. J'ai adhéré à un premier réseau de journalistes, c'était le réseau de l'UEMOA. Il était le président, Ousmane Tourou comme trésorier et nous autres, on était membres. C'est dès là-bas que Fima m'a un peu marqué par sa méthode dans le travail, son intelligence et sa manière de gérer les gens en tout cas. Fima ne se fâche jamais. Fima avait l'amour du boulot, il avait l'amour du travail bien fait et il avait le courage et la patience qu'il faut avoir pour notre travail qui se trouve être le travail des reporters. C'est quelqu'un quand même qui aimait son travail. C'est une grande perte pour le monde de la presse et pour tous ceux qui l'ont connu. Fima n'a jamais eu de problème personnel avec quelqu'un. La carrière professionnelle de Mohamed Fima est l'aboutissement des années d'études et d'efforts dans plusieurs domaines de spécialisation. C'est ainsi qu'il est titulaire de plusieurs diplômes, dont un diplôme d'études supérieures en communication pour le développement obtenu à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication de Dakar, une licence en lettres modernes obtenue à l'Université de Niamey, un diplôme sur les techniques de plaidoyer en matière de santé, démographie et développement délivré par le CERPOD de Bamako. Sur le plan professionnel, Mohamed Fima a eu à occuper des postes techniques très importants. Ainsi, il fut rédacteur en chef de Télé Sahel,
coordonnateur national du programme de communication pour le changement de comportement au programme national de lutte contre le palu, chargé de la communication à la Chambre de commerce et coordonnateur régional du réseau des journalistes économiques de l'UEMOA qui compte près de 160 membres. C'est donc à ces journalistes pleins de talent et d'expérience que les confrères, les amis et les membres de sa famille ont été nombreux à rendre un dernier hommage. La mort de Mohamed Fima va assurément constituer une grosse perte pour l'espace médiatique nigérien. Mohamed Fima est un polyglotte, parlant en plus de sa langue maternelle, le tamashek, le français, le hausa et le zerma. Il laisse une veuve et 4 enfants. Que son âme repose en paix. Oui, repose en paix, Mohamed Fima. Il faut noter que la fatia du 3e jour est prévue le mardi 18 novembre au domicile du défunt. À la suite de ce journal, le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, a reçu ce soir en audience à sa résidence El Hadji Sani Dangote, président de la société Bokir International, filiale du groupe Dangote. Ce dernier est venu rendre compte au président de la République de l'évolution du projet d'installation d'une cimenterie au Niger. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de l'Énergie et du Développement industriel. Le réseau des parlementaires pour la lutte anti-tabac, en collaboration avec SOS Tabagisme, organise depuis ce matin à l'Assemblée nationale un atelier de validation de la proposition de décret portant création d'un fonds naturel pour la question du tabagisme, compte rendu James Didi. Après l'adoption d'une loi anti-tabac en 2006, suivie de son décret d'application en 2008 et bien d'autres mesures, notamment les dispositifs relatifs à l'interdiction de la publicité, la lutte contre le fléau du tabagisme connaît des progrès, même si encore beaucoup reste à faire, faute de moyens financiers pour le gouvernement à mettre efficacement l'application de tous les textes réglementaires contre le tabagisme. Ainsi, pour aider le gouvernement à réussir cette lutte, le réseau des parlementaires pour la lutte anti-tabac, en collaboration avec SOS Tabagisme, organise ce présent atelier de validation de la proposition de décret portant création d'un fonds national pour la prévention du tabagisme. Selon les résultats de l'enquête mondiale sur le tabagisme des jeunes réalisée en 2009, environ 15% des élèves consomment des produits du tabac. D'après une autre étude réalisée par Care International en 2007, sur le tabac, plus de 70% des foyers comptent au moins un fumeur. Et selon Tabac et pauvreté au Niger, réalisé par SOS Tabagisme Niger en 2003 et en 2010, les couches sociales défavorisées font un usage accru des cigarettes, en ce qu'ils consacrent une grande partie de leurs revenus à l'achat de cigarettes. L'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le tabac est mitigée dans notre pays dans la mesure où il y a quelques dispositions qui sont globalement bien respectées, tandis que d'autres ne le sont pas. À titre indicatif, les dispositions relatives à l'interdiction de la publicité sont globalement bien respectées, tandis que celles relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux publics et moyens de transport sont peu respectées. Le manque de moyens, notamment financiers des pouvoirs publics, constitue la principale raison de cette situation. C'est donc pour aider le gouvernement à trouver les moyens de renforcer et de mettre en œuvre son arsenal juridique en matière de lutte contre le tabac que nous organisons cet atelier. Pour les responsables du SOS Tabagisme, ce fonds national est d'une importance capitale pour accompagner l'État dans le combat contre le tabagisme. Ce fonds-là va permettre au gouvernement de disposer de ressources pour financer la mise en œuvre des dispositions et pour renforcer également la législation ou la réglementation, parce qu'il arrive que d'autres besoins se créent en matière de législation et de réglementation. Maintenant, ce fonds-là, il sera alimenté par quoi? C'est une très bonne question. Le fonds sera alimenté par un prélèvement de 50 francs CFA sur chaque paquet de cigarettes importées et mises en consommation au Niger. Il faut le rappeler, le phénomène du tabagisme prend de l'ampleur dans notre pays et touche particulièrement les couches défavorisées, compliquant ainsi le problème du développement socio-économique de notre pays.
Le Premier ministre Brigitte Raffini s'est entretenu cet après-midi à sa résidence avec une délégation du groupement Peul de Namari-Peul, délégation conduite par le chef de village de Namari-Peul, Jibo Bagna. La délégation, composée de chefs de village, de représentants d'ONG et acteurs de la société civile, est venue témoigner de sa gratitude à l'endroit du chef du gouvernement, grâce au soutien duquel des partenaires comme l'ONG Qatar Charity et Oxfam ont construit le CSI du village de Namari-Peul. Le ministre des Transports, Saleh Seydou, a présidé ce matin à l'Ecogar Wadata de Niamey la cérémonie de lancement des activités entrant dans le cadre de la célébration de la 3e journée africaine de sécurité routière. Le thème retenu cette année est « Les accidents de la route, nous sommes tous responsables ». C'était en présence du ministre de l'Équipement. Compte rendu, Hajarabaka et Bacharabou. La célébration de cette journée est une initiative des chefs d'État et de gouvernement africains qui s'inscrit dans le cadre de la décennie d'action pour la sécurité routière proclamée par les Nations Unies à travers les résolutions adoptées en mars 2010. Ainsi, depuis le 11 mai 2011, date du lancement officiel dans tous les pays africains, la date du 16 novembre a été retenue pour célébrer cette journée. C'est justement dans ce cadre que s'inscrit la cérémonie de ce matin. La sécurité routière a toujours été une préoccupation des autorités de la 7e République. C'est pour cette raison que le gouvernement a entrepris plusieurs actions afin d'apporter un plus pour diminuer le taux des accidents. Les accidents de la route font dans le monde près de 1,2 million de morts et 50 millions de blessés par an. L'Afrique se place malheureusement en tête en termes de victimes d'accidents de la circulation routière, avec 28 décès pour 100 000 habitants. Ces accidents coûtent au continent africain environ 10 milliards de dollars US, soit près de 2% de son PIB. Dans le cadre du programme de Renaissance, le gouvernement s'est engagé à réduire de 20% le nombre d'accidents dans notre pays par an. Aussi, la déclaration de politique générale DPG de son Excellence Brigitte Raffini, adoptée par l'Assemblée nationale, fait de la sécurité routière un acte central de la politique de transport au Niger. Pour y parvenir, en plus de l'amélioration du contexte juridique et institutionnel, avec l'adoption de la stratégie nationale de transport, stratégie qui est en révision pour prendre en compte certaines insuffisances, le gouvernement a institué plusieurs projets, dont principalement le projet de renouvellement du parc automobile au Niger pour environ 5 000 véhicules, toutes catégories confondues. La réforme du permis de conduire, l'adoption d'un nouveau code de la route qui comporte de nouvelles mesures importantes pour la sécurité routière avec la création de l'Agence nigérienne de sécurité routière à Niger. À cela s'ajoute l'implantation en cours des panneaux sur l'ensemble du territoire nigérien, la diffusion de sketchs et documentaires sur la sécurité routière en permanence sur toute l'année et la réforme des conditions d'obtention, d'autorisation et d'ouverture d'auto-écoles et de centres de formation. En plus de tous ces engagements, il faut souligner la proposition d'un nouveau système d'évaluation des candidats au permis de conduire et d'examinateurs, ainsi que la mise en place d'une base de données des accidents de la route. Il faut surtout signaler la création de la direction de la circulation et de la sécurité routière au ministère des Transports. Le gouverneur de la région de Niamey, en prononçant son mot de bienvenue, a tout d'abord rappelé les chiffres alarmants d'accidents enregistrés par les services concernés. Il a ensuite lancé un appel à l'endroit
l'endroit de l'ensemble des partenaires à se mobiliser davantage pour réduire considérablement ce taux. La cérémonie a été également marquée par la présentation d'un sketch relatif à la vitesse et la consommation des excitants ainsi que leurs conséquences. La fin de la cérémonie a été marquée par une simulation de sauvetage d'un accidenté par les services compétents, suivi d'un contrôle de véhicules effectué par le ministre des Transports et enfin une chanson spécialement dédiée à la journée d'aujourd'hui. À Dosso, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damalam, est globalement satisfait de la visite entreprise au niveau des infrastructures sportives devant abriter les festivités du 18 décembre prochain avant de présider une réunion d'échange et d'information sur le niveau d'avancement des préparatifs des compétitions sportives prévues à cet effet. Reportage Ali Hachim et Moro Abdou. Accompagné du commissaire aux grands événements Adamou Imran Meiga, du secrétaire général de la région de Dosso Yahya Tankari, du directeur général en charge des sports et une forte délégation des directeurs techniques et responsables des fédérations sportives, le ministre de la Jeunesse et des Sports Abdul Karim Damalam a d'abord visité les chantiers de construction et de réhabilitation du terrain rouge de Dosso pour voir les normes techniques, surtout les tracés. Puis les installations techniques du stade omnisport de Dosso, celle de l'arène des jeux traditionnelle dénommée Salmat Arani, l'hippodrome en pleine construction pour constater de visu l'évolution des travaux. Écoutons le ministre de la Jeunesse et des Sports au terme de cette visite. Effectivement, je sors très rassuré, d'ailleurs je veux dire rassuré de ces différentes visites qui m'ont conduit sur les différentes installations sportives. Ma foi, je ne me suis pas simplement contenté des promesses des techniciens et des entrepreneurs. Je suis venu moi-même voir ce qui se passe. Et je pense que d'ici 15 jours, toutes les infrastructures seront terminées et même réceptionnées, conformément d'abord à ce que les entrepreneurs m'ont dit, et ensuite à ce que j'ai vu sur le terrain. Je profite de l'occasion donc pour féliciter toutes les entreprises qui sont donc au niveau donc des installations sportives, non seulement les entreprises mais également les architectes et les agences donc de contrôle. Tout se passe très bien. J'ai trouvé des gens déterminés sur les différents chantiers et ma foi je pense que c'est ça le nationalisme. Abdul Karim Malam devait par la suite échanger avec les membres de la Commission nationale sport et cérémonie et les présidents des ligues de 14 disciplines retenues pour le 18 décembre 2014 pour faire ensemble le point de préparatifs des différentes compétitions qui en principe démarreront le 10 décembre prochain. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a beaucoup insisté sur la réussite et le travail bien fait, tout comme d'ailleurs le président de la commission des filets civils, M. Maman Amadou, qui avait aussi rencontré les membres de cette commission des filets civils qui s'active pour faire de cette discipline une réussite totale à l'exemple du défilé militaire. Sachez enfin que le ministre a rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso, Sa Majesté Jarmokoy Medanda Seydou, pour lui transmettre les plus vives et sincères salutations du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. La ministre déléguée chargée du développement industriel, elle, a mis à profit son séjour à Maradi pour effectuer des visites au niveau de certaines unités industrielles. Il s'est agi pour Kafar Kietou Jakou de s'enquérir des conditions de travail et d'apprécier leur performance. Récit Adin Al-Galas. Après une visite au niveau des directions régionales relevant de son département ministériel, Mme Kafar Kiatou Christelle Jakou, en compagnie du gouverneur Abdou Maman et de ses plus proches collaborateurs, les différents responsables membres de la délégation se rendus sur les installations de l'unité industrielle Migas, une société spécialisée dans la maintenance industrielle et la fabrication d'emballages métalliques. Sur place, la ministre a visité de fond en comble les différents compartiments de l'unité où les responsables lui ont fourni des explications sur le fonctionnement et tout le processus de maintenance et autres fabrications d'emballages. Aussi, la ministre déléguée en charge du développement industriel a-t-elle pu constater des visu les performances de cette unité industrielle qui, par son expertise et le savoir-faire de ses techniciens, avec des équipements de la dernière technologie, fait des réalisations dont la qualité a forcé la confiance d'une clientèle de référence et des partenaires de partout à travers le Niger et la sous-région.
En effet, le savoir-faire de Migas couvre toute une gamme de réalisations pour des sociétés comme la Cominac, la Somaïr, Imoran et des particuliers. Cette unité industrielle est opérationnelle au Niger depuis 2005 et récemment à Maradi. Migas est l'une de ces unités industrielles ayant bénéficié d'un agrément du Code des investissements. Toutes choses ayant permis à la société de recruter un personnel suffisant et qualifié pour son fonctionnement et donc la création des emplois. La ministre Rakiatou Jakou a pu constater cet état de fait pour apprécier l'engagement des promoteurs qui, de ce fait, croient en ce qu'ils font et qui donnent espoir à l'avenir dans le domaine important de l'industrie au Niger. La ministre déléguée en charge de ce secteur s'est félicitée de la performance de Migas et a exhorté ses promoteurs à persévérer dans leur démarche et compter parmi les sociétés qui œuvrent pour le développement industriel du Niger et partant s'inscrire dans l'adage qui dit que celui qui veut faire quelque chose trouve les moyens. Celui qui ne veut pas faire trouve des excuses. Cérémonie de prestation de serment mercredi dernier de 32 agents des eaux et forêts nouvellement admis dans ce corps. C'était au tribunal de grande instance de Difa et en présence de nos reporters Abdraman Boukari et Haruna Sanda. Cette audience sonne de prestation de serment qui consacre ainsi l'entrée effective en fonction de ces 32 agents des eaux et forêts, tout grade confondus. Intervenu mercredi dernier, s'est déroulé sous la présidence de M. Omar Aboubakar, magistrat au tribunal de grande instance de Difa. Et comme il est de tradition pour ce genre d'audience, il a été d'abord procédé à la lecture et la vérification de la liste des agents devant recevoir le serment par le greffier avant de passer au réquisitoire du procureur. Réquisitoire dans lequel le procureur Ali Moussa Nougou a saisi cette opportunité pour rappeler à ses agents le sens qui doit désormais les guider dans l'exercice de leurs fonctions, à savoir la loyauté, le respect strict des lois et règlements et celui de l'éthique et de la déontologie afin de donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement de leur mission. La lecture du serment qui s'en est suivie par le président d'audience et de sa prestation par les 32 agents des eaux et forêts qui tous ont à tour juré de s'investir pleinement dans la protection, la sauvegarde et la gestion de l'environnement ont par la suite donné place à leur renvoi dans l'exercice de leurs fonctions par le président d'audience, M. Omar Aboubakar, qui a pour sa part, en cette heureuse circonstance, prodigué des sages conseils à ces jeunes forestiers afin que leur carrière soit couronnée de succès et ce pour l'intérêt de la nation nigérienne. Le secrétaire général de la région de Maradi a présidé jeudi dernier l'Assemblée générale pour le renouvellement du bureau du comité régional de la Croix-Rouge de Maradi. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Croix-Rouge nigérienne, Ali Bondjaré, compte rendu Aminatou Ali et Hassan Idrissa. De 2006 à aujourd'hui, c'est près d'1 milliard de francs CFA que la Croix-Rouge espagnole a mobilisé au profit des différents projets et programmes de développement dans les départements de Madaroufa et Guidarumji, dans des domaines aussi sensibles que ceux de santé et nutrition, de la sécurité alimentaire, de l'élevage, des ouvrages hydrauliques et l'hygiène et assainissement, entre autres. Il faut noter enfin que dans le cadre de ces activités, la Croix-Rouge va bientôt mettre en œuvre des activités au profit de la commune de Dakoro, qui bénéficiera d'un programme d'amélioration des conditions de vie des ménages vulnérables, mais aussi des renforcements de la protection et de la couverture sociale des femmes et des groupes vulnérables, avec le financement de l'Agence espagnole pour la coopération internationale et de développement. Au Togo, où fête de réjouissance chez les éleveurs Peul a été organisée hier par l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, à Rennes, à Kombo, dans la commune rurale de Bitinkoyi. Les pratiques traditionnelles et sociales des éleveurs ont marqué cette cérémonie de réjouissance. Reportage Joari Isiaka et à côté au glaçon. Une véritable démonstration de leur emprise sur les animaux. Ces éleveurs les guident vers où ils veulent, quand ils veulent, et tout cela avec des cris que seules ces bêtes peuvent déchiffrer. C'est vraiment un lien sacré entre éleveurs et troupeaux de bœufs. Mis à part ces défilés de troupeaux avec leur maître Peul, un autre et pas le moindre, celui de l'identité Peul, qui est mis en exergue à travers cet agencement linéaire de personnes. Un autre fait a attiré notre attention, le Habanaï, chez les éleveurs Peul. De quoi il s'agit? Un des chefs des éleveurs qu'on appelle Rouga, c'est son titre dans la hiérarchie, nous explique. Habanaï, c'est-à-dire c'est une vache qui a été donnée
comme honneur. Nous sommes des amis, on ne s'est jamais donné quelque chose. Vous allez prendre un billet de 10 000, vous allez dire un tel, voilà, ça, allez-y faire quelque chose comme cola, comme on le dit ici. Bon, chez les éleveurs, ce n'est pas l'argent de poche, c'est la génisse. Prenez cette génisse, allez-y aussi trouver la race de miel. Vous voyez, donc même quand la génisse va là-bas, quand elle naîtra là-bas, avant qu'elle ne vienne même, vous avez préparé aussi une petite génisse qui va la suivre. Pour revenir au Hutungo, il faut dire que c'était une forme expressive de leur satisfaction au terme d'une transhumance. Nos aïeux nous ont vraiment montré toute satisfaction, voilà sa fête. Toute satisfaction, voilà son mérite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour nous donner le courage de ne pas laisser notre cheptel de faire ce que nous, nos enfants, ne vont pas trouver. La satisfaction est que le cheptel a été bon. Bon, on est parti à la transhumance, on n'a pas eu de problème. Dans les pays voisins tels que le Togo, le Burkina, le Bénin, nous sommes revenus de la transhumance et nous sommes en train de fêter le retour maintenant. Pour ce premier rendez-vous de Bitinkodje, on peut dire sans risque de se tromper que le Hutungo de 2014 organisé par l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes a tenu toutes ses promesses. La salle de réunion de Birni-Koni a servi de cadre à l'ouverture de la deuxième réunion ordinaire du Bureau exécutif national de l'Association des municipalités du Niger. Au terme de ces travaux, les participants ont formulé 2 recommandations et une motion spéciale. La réunion du Bureau exécutif national de l'AMN, élargie aux délégués régionaux, tenue à Koni, le 13 novembre 2014, recommande à l'État d'user de tous les moyens légaux pour amener Airtel Niger et la Nigélec à honorer leur engagement vis-à-vis de toutes nos communes, de tout mettre en œuvre pour le paiement des arriérés de redevances minières et pétrolières aux communes des régions d'Agadez et Zender. À la Direction générale du Trésor de surseoir aux prélèvements opérés dans les comptes des communes. Motion de remerciement. La réunion du Bureau exécutif national de l'AMN, élargie aux délégués régionaux, tenue à Koni le 13 novembre 2014, félicite son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et son gouvernement dans leur politique d'embellissement de nos villes à travers Dosso Soga et l'équipement de la ville de Maradi en infrastructures socio-économiques modernes. La réunion du Bureau exécutif national de l'AMN, élargie aux délégués régionaux tenus à Koni le 13 novembre 2014, déplore les événements dramatiques survenus au Mali, à Walam et à Dantounou dans la commune rurale d'Alela, département de Koni, et présente ses condoléances les plus attristées à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, aux forces de défense et de sécurité, aux familles des victimes et à l'ensemble de la population nigérienne. Faite à Koni le 13 novembre 2014, La Réunion.